Donc, bonjour tout le monde, on se rencontre aujourd'hui avec un nouveau cours. On va parler aujourd'hui sur la sclérose en plaques, communément appelée le CEP. Et on commence à la barakatilla. Donc, c'est quoi la sclérose en plaques? Donc, c'est une maladie neurodégénérative, chronique, inflammatoire, démyélinisante, auto-immune du système nerveux central. Donc, il est multifactoriel. Donc, on a trouvé des causes génétiques et des causes environnementales. Elle est caractérisée par succession de deux événements. C'est la poussée inflammatoire avec progression de l'handicap. Cliniquement, on a pu retrouver deux grandes formes, donc une forme rémitante qui est la plus fréquente et une forme qui est progressive. Donc, il touche souvent l'adulte jeune entre 20 et 40 ans et il y a une prédominance féminine, donc 3 femmes pour un homme. Donc, concernant les facteurs de risque, donc on a des causes génétiques. Donc, on a trouvé que les populations caucasoïdes sont plus fréquemment atteintes par une sclérose en plaques. Il y a aussi une concordance de 30% chez les jumeaux monozygotes contre 2 à 3% chez les hétérozygotes. Et on a aussi incriminé allèle HLA-DR2. Donc, les porteurs de ce allèle sont plus à risque de développer la maladie. Il y a aussi des causes environnementales. Donc, l'infection à Epstein-Barr virus était retrouvée dans 99% des cas. Hypovitaminose D, donc lorsqu'il y a une carence, il est associé à augmentation du risque ainsi que la sévérité de la maladie. Lorsque on a corrigé le taux de vitamine D ou bien s'il est augmenté, dans ce cas, il y a une diminution d'activité des lésions sur les reins. Concernant le tabac, pour les patients en tabagisme actif ou passif, le risque est égal, donc il y a une augmentation du risque de survenue des maladies et sa sévérité. Concernant la physiopathologie, jusqu'à aujourd'hui, elle est mal élucidée. Ce qu'on sait que c'est une maladie auto-immune où il y a une présence de lymphocytes autoréactifs, lymphocytes B et lymphocytes T, qui vont pénétrer dans le système nerveux central à travers le barrière hémato-encéphalique. Une fois qu'ils sont au niveau du système nerveux central, ils causent une réaction inflammatoire locale qui est dirigée contre les plaques de myéline. Et ils vont causer une démyélinisation locale. C'est en phase de poussée. Lorsque l'inflammation est terminée, on peut avoir de rémyélinisation par des oligodendrocytes, ce qui va expliquer la récupération des poussées. Si on a une rémyélinisation complète, on va avoir une régression complète des symptomatologies. Et si une rémyélinisation est partielle, on aura régression partielle de symptomatologie clinique. Gardez en tête que si la démyélinisation est chronique, on peut avoir des lésions axonales qui vont être euh, à l'origine de perte de fonction neurologique irréversible. Concernant l'évolution de la maladie, donc on a une forme émitante récurrente. Cette forme elle est composée exclusivement de poussées qui peuvent laisser des séquelles. Alors, les séquelles restent stables entre deux épisodes et cette forme représente 85% des formes du début. Donc, comme démontré sur cette courbe, on a des phases de poussée et on a des phases de rémission. Et vous voyez qu'en phase de rémission, on peut avoir euh, disparition complète des signes cliniques. Et le patient, entre les poussées, va se sentir comme il n'a jamais été malade. Mais parfois, on peut avoir une rémission qui est partielle où le patient va garder quelques séquelles de la maladie. Mais et concernant les formes secondairement progressives, là, on va avoir là, c'est une évolution qui est naturelle, mais tardive de la forme précédente. Là, il est caractérisé par une phase de progression succédant la phase rémittante. Donc, le patient qui est atteint de sclérose en plaques dans 85%, va avoir la forme rémittante récurrente, mais à stade plus tardif, il va avoir des poussées sans avoir des rémissions complètes.
Donc, il y a toujours, il va garder les séquelles qui vont être de plus en plus invalidantes. Et on a la forme primaire progressive. Donc, contrairement à la forme secondairement progressive, là, le patient va avoir une progression de la maladie dès le début. Donc, il y a ici, comme vous voyez ici, il y a, euh, on n'a pas de poussée de la maladie. Donc, la maladie va évoluer complètement sans avoir de poussée et ni rémission. Donc, concernant l'imagerie, on ne va pas citer le scanner ni autre technique d'imagerie, on va passer directement à l'IRM parce que euh, c'est l'examen paraclinique le plus compétent qui va nous aider à poser le diagnostic de sclérose en plaques. Et on va parler de critères de McDonald de 2017, qui va donc, pour poser le diagnostic de sclérose en plaques, on a besoin des caractères de dissémination spatiale et dissémination temporale. Sur l'IRM, concernant les caractères de dissémination spatiale, donc on a besoin au moins d'une lésion sur T2 avec au moins deux localisations, donc qui va marquer le caractère dissémination spatiale de sclérose en plaques. Et il faut savoir qu'il y a des zones de prédilection de ces lésions, donc c'est périventriculaire, corticale ou bien juxtacorticale, infratentorielle et la moelle épinière. Ce sont des zones de prédilection. Et concernant la dissémination temporale, donc là, on a une présence simultanée de lésions rehaussées ou non rehaussées par le gadolinium à n'importe quel moment, ou bien apparition d'une nouvelle lésion hyperintense tendue, ou bien une lésion rehaussée par le gadolinium sur les raies de suivi. Donc, concernant les lésions corticales ou bien juxtacorticales, il faut savoir qu'ils touchent le U-fibers. Ce sont des lésions hyperintenses en T2 qui sont en contact direct avec le cortex. C'est-à-dire, il n'y a pas de substance blanche normale entre le cortex et la lésion, qui est contrairement aux lésions dites subcorticales. Donc, c'est quoi ces U-fibers? Les fibres sont des fibres d'association courtes, comme vous voyez ici. Donc, on va faire des fines bandes, des axons qui sont myélinisés et qui connectent les deux neurones adjacents. Ils sont localisés au niveau de la substance blanche sous-jacente. Comme vous voyez ici, on a ici les fibers, c'est leur localisation ici. Donc, sur les séquences flair, on voit qu'il y a l'hypersignal au niveau juxtacortical et ça va donner l'aspect du U, tout simplement. Donc, vous voyez ici, c'est les lésions juxtacorticales. Donc, on voit une atteinte du cortex. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'interposition de substance blanche normale entre la lésion et le cortex. Contrairement aux lésions subcorticales, donc on a une lésion, on a une substance blanche qui est normale, et puis on a le cortex. Donc, gardez en tête que ces lésions sont parfois difficiles à visualiser sur les séquences T2 ou bien FLAIR, parce que sur ces séquences, le cortex il est déjà en hypersignal. C'est pour ça qu'il y a des meilleures séquences pour la détection de cette lésion juxtacorticale. On a double inversion recovery, bien phase sensitive inversion recovery et T1 weighted imprage. Donc, juste à titre informatif, sur le plan anatomopathologique, les lésions juxtacorticales peuvent être différenciées en quatre types. Donc, le premier type, dit cortico-subcortical, où il y a une atteinte du cortex ainsi que la substance blanche. Donc, gardez en tête que la sclérose en plaques, ce n'est pas une atteinte, bien une maladie de la substance blanche uniquement, mais aussi elle peut toucher le cortex. Donc, dans ce cas, on l'appelle le co-cortical. Dans le type 2, il y a une atteinte intracorticale pure, ça veut dire
pas d'atteinte de substances blanches. Sur le type 3, il y a une diminution subciliaire et le type 4, une lésion s'étendant sur toute la largeur corticale. Donc là, c'est un exemple de lésions qui peuvent paraître juxtacorticales, mais en fait ne sont pas. Donc là, comme vous voyez, lésions de substances blanches qui sont multiples et que localisées au niveau subcortical ainsi que substances blanches profondes. Ce caractère-là fait évoquer les maladies des petits vaisseaux. Ici, sur la séquence T2, on voit qu'on a des lésions multiples qui sont bien limitées et notez que ces lésions ils ont un signal très proche de celui de liquide céphalorachidien. Ça évoque une large virtual open spaces, c'est-à-dire ce sont des prolongements des couches de méningées qui vont accompagner les vaisseaux pénétrantes. Donc, ils ont le même signal que celle de liquide céphalorachidien. Concernant les lésions périventriculaires, là sont des lésions qui sont situées autour de deep medullary veins et ces veines sont déjà perpendiculaires au ventricule latéraux, ce qui fait que les lésions vont être en hypersignal sur les séquences flaires et qui sont perpendiculaires au ventricule. Donc, ils ont un caractère qui est ovoïde et donnent l'aspect de fingers qu'on appelle de Dawson fingers. Alors, les séquences flares, elle est très importante, vont être apparaître en hypersignal et ça va nous faire la différence avec une large visual space qui apparaît en signal noir parce qu'elle suit le signal de LCR. Alors là, vous voyez les séquences flares, il y a une lésion hypersignale qui va toucher le ventricule. Donc ici, comme la lésion est juxtacorticale, il n'y a pas de substance blanche qui interfère entre le ventricule et la substance et la lésion. Ici, la même chose. Donc là, c'est la coupe sagittale en flair. Donc vous voyez des lésions triangulaires et sont dans son ficus. Et aussi, on trouve une lésion qui est juxtacorticale, qui évoque l'atteinte du U-fibers. Donc le diagnostic différentiel va être posé devant toute lésion, bien toute maladie qui est dans hypersignal de la substance blanche. On trouve le plus fréquemment ces troubles de spectre de la neuromyélite optique ou bien carrément appelé par névrite optique et maladie des petits vaisseaux et la migraine, mais ces maladies ne vont pas toucher les ventricules et ne sont pas perpendiculaires. Donc là, ce sont exemples de lésions qui sont autour du ventricule, mais qui ne sont pas périventriculaires et ne sont pas caractéristiques de maladies sclérose en plaques. Donc là, on trouve des hypersignaux qui peuvent paraître perpendiculaires, mais en fait, ils ne touchent pas notre ventricule. Lésions aussi caractéristiques qu'on trouve dans les scléroses en plaques, c'est les lésions infratentorielles qui touchent le tronc cérébral. Donc, en cas de sclérose en plaques, on trouve des lésions qui sont souvent périphériques, contrairement à ces lésions-là qui sont symétriques et centrales, qui vont évoquer la maladie des petits vaisseaux. Gardez en tête que les lésions infratentorielles sont mieux visualisées sur les séquences T2 que les séquences flares, alors que les lésions qui sont supratentorielles, la séquence flaire reste plus performante que la séquence T2. Aussi, on a l'ombre temporale et les caractéristiques pour le maladie sclérose en plaques. Donc, vous voyez des lésions qui sont hypersignales et qui vont toucher
les ventricules sans avoir interposition de substance blanche normale entre les ventricules et la substance et la lésion. L'atteinte de la moelle épinière est aussi caractéristique. Donc souvent, on trouve des petites lésions dont la longueur est moins de 2 vertèbres et souvent localisation périphérique. Donc on va voir des lésions qui vont atteindre de la moelle épinière, mais qui sont de localisation centrale. On voit ça après. Gardez en tête que les lésions vertébrales associées aux lésions de cervelet ou bien de tronc cérébral sont très évocateurs de la sclérose en plaques, mais peuvent se retrouver en cas d'autres maladies qui sont bien définies, c'est l'ADEME, sarcoïdose et neuromyélite optique. Et souvent, la moelle cervicale est beaucoup plus fréquemment atteinte que les autres parties de la moelle. Là, c'est le coupe sagittal de la moelle épinière. On va trouver ici les lésions en hypersignal, localisées au niveau de la moelle cervicale ainsi que la moelle thoracique, dont la longueur ne dépasse pas 2 vertèbres. C'est caractéristique de la maladie de sclérose en plaques. Et les trous noirs sont des lésions qu'on voit sur le T1 hyposignal. Ils sont indicateurs de stage chronique de la lésion. Ce quoi on trouve au niveau de cette lésion? On trouve des substances blanches qui détruites avec perte axonale. Ce sont des lésions irréversibles. Et puis, on a aussi la notion de prise de contraste. Alors, ce sont des lésions en sens multiple. Ils touchent le cortex, ça veut dire les fibres. Ce sont des lésions récentes qui datent maximum de 1 mois. Il faut savoir qu'ils marquent le caractère actif de la lésion. Donc, il y a prise de contraste suite à la rupture de barrière hémato-encéphalique. Une notion très importante qui marque le caractère de dissémination temporale de sclérose en plaques. Il y a aussi la prise de contraste dite incomplète ou ouverte qu'on appelle open ring enhancement. Et gardez en tête, toutes les lésions diminuantes ont ce aspect-là avec absence d'effet de masse, même si les lésions qui sont de grande taille. Là, sur cette image, on voit qu'il y a des lésions avec une prise de contraste qui sont multiples. Et ici, sur les séquences T1 avec prise de contraste, on voit qu'il y a une prise de contraste en anneau ouvert avec absence d'effet de masse. Là, c'est caractéristique de lésions démyélinisantes. Aussi, sur les séquences de diffusion, on trouve qu'il y a une restriction de diffusion qui montre le caractère actif de la lésion. Concernant le diagnostic différentiel, ils vont être posés devant toute maladie qui cause signal hyperintense de la substance blanche. Et la première, c'est la migraine, qui est caractérisée par céphalie paroxystique unilatérale. Ils sont souvent causés par les dysfonctions du système autonomique. Sur séquence T2, on va trouver des lésions en hypersignal, localisées souvent au centre semi-ovale et la substance blanche profonde. Et sur les séquences SWI, on va trouver dilatation veineuse unilatérale, comme on voit sur l'image ici. On voit une dilatation veineuse importante par rapport au côté contralatéral. Les vascularites du système nerveux central fait aussi diagnostic différentiel avec la sclérose en plaques. Donc, il cause des lésions en hypersignal T2 et flair de la substance blanche. Et ces modifications du signal de la substance blanche est expliquée par survenue des ischémies. Alors, la séquence ou bien l'imagerie la plus performante pour poser le diagnostic de vascularite est celle de Vessel Wall MRI, parce qu'il va nous montrer ou bien nous permettre d'étudier les parois du vaisseau
où on va noter la prise de contraste de paroi, ce qui infirme le caractère inflammatoire du vaisseau. Puis on a le Suzac syndrome. C'est une microangiopathie d'origine auto-immune. On trouve des petits ischémies de petite taille touchant le cochléaire, la rétine et le cerveau. Donc, il y a un triade classique caractérisé par encéphalopathie, surdité bilatérale, avec occlusion d'artère et de la rétine. Et ils impliquent les fibres centrales du corps calleux. Sur T1, on trouve des trous noirs qu'on les voit en hyposignal. Et sur le T2 et flair, on voit ils ont en hypersignal, bien des lésions en hypersignal. Et sur l'imagerie de diffusion, on n'a pas de restriction de diffusion, mais on a une diffusion qui est facilitée. Donc ici, on voit qu'il y a une lésion qui touche les fibres centrales euh, de, euh, de corps calleux, comme démontré sur les images ici, ce qu'il faut nous faire penser au Suzac syndrome. On a aussi le casadil. C'est une maladie ou bien cérébrale artériopathie autosomique dominante. Il est associé aux ischémies subcorticales. Cliniquement, on a des migraines, accidents ischémiques transitoires, voire des infarctures cérébrales. On trouve le signal en T2 touchant la substance blanche, thalamus, ganglions basaux et le pont. Et deux localisations qui sont caractéristiques qui font penser au casadil sont lobe temporal, surtout la partie antérieure, et la capsule externe. Sur la séquence flair ici, on trouve le noyau codé, noyau lenticulaire, la capsule interne, ici la capsule externe, on voit une lésion, un hypersignal qui s'étend jusqu'à la capsule externe. Ici, en séquence flair, on trouve l'hypersignon qui touche bilatéral, qui touche le lobe temporal dans sa partie antérieure. Ça fait évoquer le casadil. Une autre pathologie qui entre dans le diagnostic différentiel de sclérose en plaques, c'est l'ADEME. Donc, c'est une démyélinisation auto-immune. Dans les antécédents, souvent, on trouve la vaccination et l'infection, ou bien l'infection. Les lésions peuvent être ponctuées ou bien de grande taille et sans effet de masse. C'est caractéristique des lésions démyélinisantes. Et ce qui fait la différence avec la sclérose en plaques sont les éléments suivants. Donc, l'implication de l'interface colosocéptale est inhabituée en cas d'ADEME. Et souvent, le corps calleux est touché en cas de sclérose en plaques. L'atteinte de thalamus est évocatrice de l'ADEME. Et souvent, en cas d'ADEME, il n'y a pas de progression de lésion avec le temps, contrairement aux scléroses en plaques où il y a le caractère bien dissémination dans le temps. Là, on a notre séquence flair. On va trouver le signal périventriculaire qui va nous faire penser à Dawson's Fingers. Mais ce qu'on trouve ici, on a un hypersignal qui touche le noyau gris centraux, ce qui n'est pas caractéristique ou bien inhabitué pour la sclérose en plaques, ainsi que l'absence d'atteinte du corps calleux. Ça fait plus en faveur de l'ADEME. On a aussi le Ballon's concentric sclerosis. En fait, c'est une variante progressive de sclérose en plaques. Sur les séquences T2, on va trouver des bandes hyper intenses, concentriques, qui représentent des démyélinisations et des glioses, alternant avec les substances iso-intenses, qui est une substance blanche normalement myélinisée. Donc, sur les séquences flair, on trouve une image qui est concentrique, avec alternance des signaux iso-intenses et hyper-intenses. Et sur l'imagerie en T1 avec gadolinium,
on trouve le caractère de ring enhancement, open ring enhancement, avec image concentrique, ce qui est évocateur de maladies démyélisantes. On a aussi tuméfactif multiple sclérosis. Donc, c'est une forme de sclérose en plaques développant de grandes lésions démyélisantes agressives, sont des larges lésions qui peuvent être focales ou multiples, avec léger effet de masse. Gardez toujours que les lésions démyélisantes ne provoquent pas d'effet de masse. Il y a toujours prise de contraste en anneau incomplet, et bien open ring enhancement. Et ce qui est caractéristique, il y a hyposignal en T2. Un anneau en hyposignal T2. Et sur l'imagerie de perfusion, on a une hypoperfusion, ce qui fait la différence avec le tumeur. Donc, vous voyez ici une image séquence T1 avec prise de contraste, avec gadolinium. Donc, il y a prise de contraste en anneau incomplet. Et là, on a notre séquence T2 et vous voyez un anneau en hyposignal. Et sur l'imagerie de perfusion, on voit une zone d'hypoperfusion, ce qui fait la différence avec la tumeur. Et on a le trouble de spectre neuromyélite optique. Là, c'est une maladie qui est caractérisée par la production des anticorps anti-aquaporine 4. Et il faut garder en tête comme diagnostic différentiel important de sclérose en plaques. Là, il est caractérisé par atteinte du nerf optique et de la moelle épinière. Et on trouve des lésions en hypersignal T2. Alors, s'il y a des lésions qui touchent la moelle épinière, sont souvent de largeur plus que 3 vertèbres. Et sur T1, on trouve des hyposignales avec odème autour de la lésion et atteinte de substance grise centrale de la moelle, contrairement aux sclérose en plaques où il y a une atteinte qui est périphérique. Donc là, vous voyez, il y a hypersignal de nerf optique. Ici, on a l'évocation de transverse myelitis. Vous voyez des lésions hypersignales qui, dans la largeur, est beaucoup plus supérieure à 3 vertèbres avec une atteinte de la substance grise centrale. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à la prochaine vidéo.